Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 75 avec Benoît Rousseau. Et mon choc, ça m'avait marqué, j'avais 35 ans, j'étais en salle des professeurs, et j'avais des jeunes collègues qui avaient entre 25 et 28 ans, et ils étaient en train de calculer le montant de leur retraite, dans 40 ans. Et là, j'ai eu une sorte d'électrochoc, je me suis dit, mais je suis mort. J'ai 35 ans, je suis déjà capable de définir mon avenir à 67 ans, je sais combien je vais gagner. Et d'un seul coup, j'ai eu un choc, j'ai vu tout mon avenir qui était tracé. J'allais me marier avec une prof de français, on allait avoir 2 gamins, pavillon de banlieue, un labrador. Et puis vers la crise de la quarantaine, j'allais peut-être la tromper avec la prof de SVT. Et puis voilà, ma vie était toute tracée. Une vie réussie, c'est quand vous êtes à la fin, que vous vous retournez et que vous vous dites « je n'ai pas de regrets ». Je n'ai pas rêvé une vie, j'ai vécu ma vie. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Benoît Rousseau pour découvrir les coulisses du trading, un univers fascinant qui suscite également de nombreux fantasmes. Il partage avec nous ses meilleures techniques et stratégies, celles qui lui ont permis de gagner beaucoup d'argent et d'améliorer son niveau de vie. Tout ça en adoptant le bon état d'esprit, car vous allez voir que le mental joue un rôle décisif pour les traders qui doivent apprendre à dompter leur ego, maîtriser leurs émotions et prendre les bonnes décisions. Comme d'habitude, je terminerai cette émission en partageant avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Benoît Rousseau. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et seulement quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir lancer votre propre podcast et il faut dire que c'est la période idéale pour le faire puisque c'est un média qui monte en puissance, mais la différence se fera évidemment dans la qualité de ce que vous allez proposer, aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est comme ça que vous allez vous différencier et devenir une référence dans votre domaine. Et comme vous avez été très nombreux à me poser des questions sur la manière dont je réalise le Manal Show, eh bien j'ai décidé de partager avec vous tout ce que vous devez savoir pour réaliser un podcast de qualité dans une masterclass très complète avec plus de 6 heures de formation audio et vidéo. Je vous dis absolument tout ce que j'aurais aimé connaître à mes débuts et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Pour la réalisation de cette masterclass, je me suis associée à la personne qui m'accompagne depuis les débuts du Manal Show et avec qui je travaille main dans la main pour arriver à faire de ce podcast l'émission que vous connaissez et que vous êtes aujourd'hui très nombreux à apprécier. Vous allez tout découvrir, de A à Z, pour créer du contenu phénoménal qui attire les auditeurs et régler les questions techniques une bonne fois pour toutes. Pour en savoir plus et accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com/school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve en bas dans la description. J'espère vraiment que cette masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fiers. Professeur d'histoire et d'économie pendant plus de 10 ans, il décide de quitter l'enseignement pour le monde de la finance. À 35 ans, il se lance en tant que trader en compte propre, une nuance qui a son importance car il trade uniquement avec son argent personnel. C'est une étape cruciale dans sa vie qu'il qualifie comme étant l'école de la responsabilisation. Pour lui, le trading est un outil de développement personnel pour apprendre à se connaître et à maîtriser ses pulsions. Passionné par la psychologie et la psychanalyse, il entame alors une longue phase d'apprentissage, rythmée par des réussites mais également de nombreux échecs, et loin de l'image sulfureuse du trader qu'on peut voir sur le web, surjoué par des personnes qui ne cherchent qu'à faire du clic, lui, il choisit de montrer la réalité du terrain, l'envers du décor, sans en faire trop, mais simplement en partageant son expérience et ses conseils, et en étant le plus pédagogue possible. Il est suivi aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde et délivre chaque jour des contenus de grande qualité. Trader expert dans son domaine, rédacteur du blog andlil.com et auteur de livres références dans l'univers du trading, il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Benoît Rousseau, bonjour. Bonjour Manel. Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de participer à cette émission, à ce podcast que je suis vraiment avec intérêt. J'aime l'énergie, le message que vous délivrez au quotidien. Alors du coup, vous connaissez la première question que je pose à tous mes invités. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Alors, ce qui me motive à me lever chaque matin, c'est que mon métier de trader en compte propre est un défi en fait au quotidien. Quand je me lève, je remets tout ce que j'ai pu emmagasiner comme expérience à zéro. C'est-à-dire que je m'identifie un petit peu comme un grand chef étoilé. J'ai la chance de fréquenter quelques chefs étoilés et on a vraiment cela en commun. Un chef étoilé, c'est la quête de la perfection en permanence. Il peut avoir 3 étoiles, mais il doit conserver ses étoiles du 1er janvier au 31 décembre. S'il Mm. commet une seule fois une erreur, il suffit qu'il y ait un inspecteur de guide Michelin et il va totalement dégradé. Il va passer de 3 macarons à 2 macarons, par exemple. Et un trader en compte propre, c'est exactement la même chose. Tous les matins, je me mets devant mes écrans et tout est possible. Je pourrais, par exemple, craquer psychologiquement, etc. Donc, c'est ce qui m'intéresse, en fait. C'est un travail perpétuel sur soi. Et il faut être dans le présent. C'est quelque chose qui est finalement assez zazen, le trading, je pense. Il faut faire abstraction totalement de ces résultats de la veille. C'est un axe qui m'intéresse énormément, tout ce qui est psychologie justement du trader. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous parlez beaucoup de développement personnel aussi. On va y revenir, mais c'est vrai que dans la présentation, j'ai bien dit que vous étiez trader en compte propre. C'est Mhm. quand même une nuance qui est très importante, hein, qui a son importance par rapport à un trader classique. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce que ça veut dire à nos auditeurs? Alors, vous avez le trader, j'allais dire hollywoodien, classique, que l'on voit, le trader survolté, qui ne se maîtrise pas, qui roule en Porsche, en Ferrari, qui prend des lignes de coke. Voilà, c'est un petit peu C'est ce un peu qui le loup de Wall intéresse. Street? C'est exactement le loup de Wall Street et j'essaie de combattre cette image parce qu'on a beaucoup de, de gens, j'allais dire, de 18 à 77 ans qui ont un peu cette image-là du trader. La meilleure image pour vous donner à peu près l'idée de ce qu'est un trader en compte propre. C'est un moine zen de 8e niveau et qui peut attendre 3 heures qu'il se passe quelque chose devant son graphique. Et donc, si vous faites un film d'Hollywood en montrant un trader qui pendant 3 heures ne fait rien, ça va pas marcher beaucoup, C'est à moins de clair. faire un film expérimental, mais il n'y aura pas de public. Donc voilà, c'est en fait l'opposé de tout ce que vous pouvez avoir comme image, le loup de Wall Street, même Wall Street. Ce genre de film. Mais il y a aussi le fait que vous tradez avec votre propre argent, votre argent Oui. personnel. Et ça, c'est important de le souligner. Alors oui, effectivement, le trader en compte propre a fait des économies. Dans mon cas, je suis issu d'un milieu extrêmement modeste. Mon père était ouvrier, donc je n'ai pas hérité. Il n'y a pas eu de tante américaine qui est décédée. Bon, j'espère que j'en ai une, mais a priori non. Et donc, je trade mon argent. Alors, un trader en compte propre, c'est vraiment un chef d'entreprise, en fait. Le chef d'entreprise va gérer le fonds de roulement de son entreprise. Et c'est sa ligne de survie en permanence. Le trader en compte propre, c'est la même chose. Il a un capital. Ce capital, il essaye de le faire travailler. Alors, moi, j'achète un indice et je vais essayer de le revendre un petit peu plus cher à un autre trader en face de moi. Je donne souvent une image, c'est un peu David contre Goliath parce que je trade exactement les mêmes marchés qu'a pu trader à une certaine époque Jérôme Kerviel de la Société Générale. Sauf que quand moi j'interviens sur les marchés, je prends entre 1 et 5 lots, on va dire, et une banque va en prendre entre 100 et 500. Donc il y a un rapport un peu disproportionné, mais j'apprécie ça. Si j'ai bien compris aussi, la différence, c'est qu'avec un trader classique, bah lui, il va trader avec l'argent qui ne lui appartient pas. C'est ça. Exactement, il trade de l'argent de la banque, il trade de l'argent des clients de la banque, Mm. et c'est là où il y a une énorme différence. En termes notamment de psychologie. On a eu par exemple des cas assez connus de traders qu'on appelle vedettes dans les institutions financières qui réussissaient très bien, qui faisaient vraiment des taux de réussite magnifiques et qui ont voulu se lancer en solo.
C'est-à-dire qu'ils ont démissionné, ils ont dit: «Je vais créer mon fonds et je vais mettre mon argent» et souvent, ça a été de véritables catastrophes. Parce que trader l'argent, d'inconnus, si j'ose dire, ou trader son argent, ça n'a Ouais. absolument pas la même valeur émotionnelle et symbolique. Mmh. Ouais, je comprends tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant. C'est pas la même manière de trader. Mais j'aimerais d'abord venir un petit peu sur votre parcours parce que c'est vrai qu'avant de devenir trader, vous étiez professeur d'histoire et d'économie pendant plus de 10 ans. C'est un tout autre univers, hein, on peut le dire. Alors, Oui. qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'enseignement pour le monde de la finance? Alors je suis une personne, qui me réinvente en permanence. C'est-à-dire que je sais que je vais peut-être vivre que 80 ans et j'aimerais avoir plusieurs vies. Donc, avant d'être professeur, je travaillais pour le groupe Renault comme ingénieur, informaticien. J'ai même formé les PDG du groupe. À l'époque, c'était Louis Schweitzer et Carlos Ghosn. Bon, ça lui a pas réussi a priori, mais j'y suis Oui. strictement pour rien. Donc, j'avais une belle place, intéressante financièrement et j'ai voulu changer de vie et j'ai passé un concours d'enseignant d'histoire, géographie. Comme j'ai me considérais comme un hussard noir de la République, j'ai demandé à partir dans le pire collège de Seine-Saint-Denis. J'ai au passage divisé mon salaire par 2, ce qui a été une forme d'incompréhension auprès, de tout le monde. Mais je voulais vivre ma vie, ce qui m'intéressait. J'étais passionné par l'histoire, je voulais l'enseigner. Je l'ai fait pendant 10 ans avec un plaisir absolument incroyable. Mais je m'étais promis une chose, c'était que le jour où j'allais me lever et que j'aurais pas envie d'aller au lycée, je risquais d'ennuyer mes élèves. Mhm. Et c'est arrivé au bout de 10 ans, je me suis levé un matin, je me suis dit: «J'ai pas envie d'y aller». Je me suis dit: «D'accord, c'est ta dernière année». À l'époque, combien vous gagnez justement en tant que professeur? Alors en tant que professeur, je gagnais entre 1 800 et 2 000 € par mois, approximativement. Mais c'est vrai que finalement, quand on réfléchit un peu à votre histoire, on se dit que entre le fait d'être professeur et de devenir trader, il y a quand même un gap, il y a un océan entre les deux métiers. Alors, comment vous avez fait le lien entre les deux? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à l'univers de la finance? Et j'ai toujours été fasciné, par les chiffres. J'ai un petit côté Rainman, hein, ça il faut le dire. C'est pour ça que je n'ai jamais de montre. Par exemple, si jamais j'ai une montre digitale et qui a marqué 11h47, ça va être plus fort que moi. Je dois additionner, soustraire et multiplier automatiquement. Donc 11h47, ça vous fait par exemple 11, 37, 47, 58, 517. Donc voilà, j'ai une forme de fascination pour les chiffres. Mais du coup, est-ce que vous Heu êtes intéressé à tout ça tout seul ou est-ce que vous avez été initié par un membre de votre famille ou peut-être de votre entourage? Alors non, parce que d'une famille ouvrière, c'était même plutôt très mal vu, le trading. Mais, non, non, j'ai personne dans ma famille qui était intéressé par cela et j'ai strictement tout appris par moi-même. Alors ça paraît bizarre quand je dis ça, mais je suis vraiment un autodidacte absolu. À mon époque déjà, on n'avait pas internet, donc on n'avait pas, aucune source d'information. Il y avait très peu de livres sur le trading, donc j'ai vraiment tout appris par moi-même. J'ai peut-être écrit un livre sur le trading, mais j'en ai jamais lu. Je peux pas vous dire pourquoi, hein. Alors il y a une histoire familiale, ça je peux pas en témoigner, mais c'est mes parents qui me le disent. Quand j'avais 3, 4 ans, j'étais en train de jouer, sur le tapis avec, certainement, des petits soldats, des choses comme ça et d'un seul coup, à la télévision à l'époque, il y avait André Théron qui donnait les cours de la bourse et à l'instant où il donnait les cours de la bourse, il paraît que je m'arrêtais complètement figé, que je le regardais quasiment en apnée. Donc, voilà, Ah, c'est là ça que fait vous avez partie, nourri un intérêt vraiment fort, c'est ça? j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que me disent mes parents. Après, est-ce que c'est de la légende familiale ou pas? Ils ont On a aucun tous intérêt de besoin me de toute façon mentir. d'un storytelling. Voilà, donc bon. Mais je peux pas au jour d'aujourd'hui, par exemple, je gagne très confortablement ma vie, il y a pas de souci. Mais si je gagnais, par exemple, je sais pas, 100 millions d'euros à Euromillions, je me lèverais le matin et j'irais trader. Même si je tradais, je sais pas, à 10 centimes le point, j'en ai besoin parce que pour moi, c'est fondamental dans ma vie. C'est la chose qui me permet de me développer le plus et c'est le chemin qui m'intéresse le plus, c'est le développement personnel. Ouais, c'est un J'ai outil pour vous de progression totalement, personnelle dans tous les totalement. domaines de votre vie en fait. Oui, le plus efficace, le plus dur aussi. J'ai Mm. des amis qui peuvent aller, je ne sais pas, en Inde, voir un maître, ils font du yoga, des choses comme ça. Et ben moi, je me mets devant mes écrans parce que C'est une quand je forme de suis devant méditation pour vous. une forme de méditation, une forme de violence aussi, parce que c'est le seul métier, à mon avis, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé d'autres métiers où je suis 100% responsable de mes actes. C'est-à-dire Oui. que je suis un adulte. C'est-à-dire qu'au moment où j'achète ou je vends, c'est mon choix.
Et Et c'est le ça qui vous résultat intéresse le qui plus? absolument. D'accord. Le moment où j'achète et je vends, c'est mon choix, c'est ma responsabilité. Je gagne, je perds, peu importe. Si je gagne, bien, si je perds, tant pis, mais c'est ma responsabilité. J'ai vécu, bon, j'ai pu travailler dans certaines multinationales, j'étais dans l'éducation nationale, j'ai travaillé pour des petites PME ou des choses comme ça. Il y a toujours un processus finalement de déresponsabilisation. C'est clair. Si ça n'a pas marché, c'est à cause de Martine qui n'a pas fait les photocopies à temps, c'est Bob qui a mal parlé aux clients japonais, etc. Tout le monde est en train d'essayer de se défausser, hein. On dit même de nos hommes politiques, il y avait une formule qui disait responsable mais pas coupable. Voilà, une sorte, pour moi, on vit dans une société de plus en plus infantilisée où chacun fuit ses responsabilités. Pour moi, être un adulte, un homme, j'allais dire, avec un grand H, c'est justement être responsable totalement de ses actes. Et je trouve que c'est le seul métier. J'ai un ami qui est restaurateur, son restaurant peut ne pas marcher pendant un certain temps, ça peut venir du chef, ça peut venir du temps, voilà, il y a tout un tas de Il y a facteurs toujours des qui peuvent facteurs rentrer en extérieurs. compte. Ouais, je comprends. Extérieur. Là, le seul facteur qui peut me faire échouer, c'est moi. Ouais. Et ça, c'est un bonheur et je vous dis aussi en même temps une forme de violence quotidienne. Parce que le marché nous rappelle en permanence qu'il faut avoir strictement aucun ego. Et c'est en fait à n'avoir aucun ego, sinon on est tout de suite remis à sa place par le marché. Ouais, en fait, vous êtes complètement en fait responsabilisé. Chacune de vos décisions a des conséquences immédiates, hein, vous les voyez tout de suite, et qu'elles soient Exactement. bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et je trouve que c'est très intéressant justement comme approche. En plus, c'est vrai que vous n'avez pas fait d'école spécialisée, vous l'avez dit vous-même, hein, vous êtes un vrai autodidacte. Alors, j'aimerais savoir comment vous y êtes pris concrètement. Comment vous avez fait pour apprendre à trader? Alors comment j'ai fait pour apprendre à trader? C'est aussi comment j'ai fait, j'ai créé il y a une dizaine d'années une entreprise de référencement de SEO sur internet. J'y connaissais strictement rien, mais je procède toujours de la même manière, c'est la manière empirique. Par exemple, sur un graphique, je mets un graphique et je vais rajouter ce qu'on appelle des indicateurs et je vais regarder, est-ce que cet indicateur me parle? Est-ce que ça me donne une information qui peut m'être utile? Oui, non. Et comme ça, j'ai passé des semaines, des mois à essayer chaque indicateur un par un pour voir si à un moment, il était en résonance avec moi, s'il m'expliquait, s'il m'aidait à comprendre mieux le marché. Et c'est des centaines, milliers de tests. J'ai rapidement repéré quand même qu'il y avait certaines heures où il y avait plus de nervosité. J'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est l'ouverture des bourses, c'est une nouvelle qui tombe systématiquement le vendredi à 14h30, le chômage américain. Donc comme ça, j'ai glané des petites informations et j'ai pu vérifier que effectivement, à tous les mois, à telle date, à telle heure, ça se met à bouger parce qu'il y a une nouvelle qui est importante. Alors sérieusement, ça s'est passé comme ça, donc avec aucun livre, aucune Rien, formation, aucune j'ai vidéo. jamais rien C'est lu. très difficile en fait à À s'imaginer imaginer. ça aujourd'hui, hein. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. J'étais étudiant en histoire. Je travaillais le matin et j'allais assister au cours le soir. Et j'avais une petite radio que je me mettais dans le creux de l'oreille. Et toutes les demi-heures sur France Info, il y avait un point bourse. Donc, il disait le CAC 40 plus 1,52, etc. Et donc, j'écoutais. Et de temps en temps, je partais en courant du cours d'amphi pour aller à la poste, pour aller choper un Minitel et pour passer mon ordre sur Minitel. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Voilà, donc intéressant. c'était vraiment la préhistoire et parfois il y avait des gens qui étaient devant moi, il y avait la queue et ça m'est arrivé d'ailleurs de donner 50 francs à l'époque, c'était les francs aussi, à la personne en disant: «Écoutez, il faut vraiment, c'est extrêmement important, je dois passer un ordre, je vous donne 50 francs, je passe devant vous», parce que ça pouvait se jouer à quelques minutes près, le cours pouvait, se retourner. À quel moment vous décidez justement de quitter votre poste d'enseignant pour vivre totalement du trading? Alors, il faut voir que pendant 10 ans, ça a été entre guillemets 10 ans de sacrifice pour essayer d'atteindre une certaine somme, un certain matelas.
donc je gagnais entre 1 800 et 2 000 € par mois. J'avais décidé de vivre à la limite du seuil de la pauvreté. Pourquoi? Parce que, énormément de gens en France qui vivent, sur le seuil de la pauvreté, ils s'en sortent. Donc c'était exactement ça. Je vivais à peu près avec 700 € par mois et j'en mettais 1 000 € de côté. Donc du D'accord. coup, je vivais dans un tout petit appartement, le plus petit possible, 15 mètres carrés pour économiser. Je partais pas en vacances et cetera. Mais j'ai un côté totalement décroissant, hein, donc ça m'allait, à la perfection, hein. C'était pas du tout, là voilà, j'ai un jean, c'est le même depuis 4 ans, j'ai ma paire de chaussures, c'est la même depuis 3 ans. Voilà, je suis pas du tout dans l'accumulation de biens matériels, donc ça m'allait bien. Mais Donc quand j'avais un vous aviez petit décidé de mettre de pécule. côté comme ça les 1 000 € de Mmh. côté chaque mois, est-ce que c'était dans l'idée justement de vous lancer dans le trading un jour? C'était ça l'objectif? Pas nécessairement, mais c'était dans l'idée de me dire: «Un jour, je vais créer mon entreprise, je vais D'accord. avoir une idée, un projet et je vais partir sur autre chose, sur une nouvelle vie». Cette vie-là me plaît, j'adore enseigner, mais je ne me voyais pas, finir ma vie et mon choc, c'est quand en fait, donc j'avais, je vous le dis très précisément, on me souvient vraiment bien, ça m'avait marqué, j'avais 35 ans, j'étais en salle des professeurs et j'avais des jeunes collègues qui avaient entre 25 et 28 ans. Ils étaient en train de calculer le montant de leur retraite Ah, dans 40 ans. Et effectivement, quand on est enseignant, on est capable de calculer le montant de sa retraite à 67 ans au centime près, en disant: «Bon, mon salaire, il évolue comme ça», et cetera. Et là, j'ai eu une sorte d'électrochoc. Je me suis dit: «Mais je suis mort». J'ai que 35 ans, je suis déjà capable de définir mon avenir à 67 ans, je sais combien je vais gagner et d'un seul coup, j'ai eu un choc, j'ai vu tout mon avenir qui était tracé. J'allais me marier avec une prof de français, on allait avoir 2 gamins, pavillon de banlieue, un labrador et puis vers la crise de la quarantaine, j'allais peut-être la tromper avec la prof de SVT et puis voilà, ma vie c'est était quelque toute chose qui vous a tracée. angoissé, c'est ça? Oui, cette certitude. Vous avez des gens qui sont rassurés parce que c'est très agréable, hein, d'être fonctionnaire. Le 25 du mois, quoi qu'il arrive, votre salaire tombe. Quand vous êtes enseignant, le mois de juillet et le mois d'août, vous êtes très heureux de toucher votre salaire. Mais je me suis senti vide et mort, en fait. Et j'avais besoin d'avoir un espoir. C'est même pas un espoir, c'est me dire, ma vie n'est pas toute tracée. Il peut arriver des choses. Voilà. On est tous en quelque sorte conditionnés, formatés, évidemment par l'éducation qu'on a eue, par l'école, par la société, c'est clair. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de développement personnel et de personnes qui décident justement de tout reprendre à zéro, de poser leur démission pour faire totalement autre chose. Donc c'est pour ça que je pense que ça va vraiment beaucoup parler à nos auditeurs. Mais ce qui est sûr en tout cas, Benoît, c'est que vous aviez un objectif clair en tête. Un objectif très précis, c'était mettre une certaine somme d'argent de côté et vous avez donc adapté votre niveau de vie par rapport à ça. Vous vous êtes fixé une somme à atteindre pour quitter cette vie qui ne vous convenait pas finalement. Euh, Est-ce que vous avez défini une somme précise à atteindre? Oui, alors je suis complètement obsessionnel, j'adore les chiffres, ça vous avez bien compris, Oui, la chose. Oui, je m'étais fixé, une somme bien précise en me disant: «Si j'ai cette somme-là, même si je trouve pas de travail, j'ai de quoi vivre modestement pendant 4 à 5 ans qui me permettra de trouver du boulot» et cetera. alors c'est Et en combien? et en fait, ah bah, alors c'était à l'époque, la somme était 150 000 €. C'était ce que je D'accord. m'étais, défini en me disant: «Avec 150 000 €, en vivant, correctement, je peux vivre avec 1 500 € par mois». Ça me faisait 18 000 € par année. On montait à 20 000. 5 ans, ça faisait 100 000 et il y avait 50 000 € pour le projet de développement. Ok. Donc j'étais parti dans l'idée, je crée une entreprise. Je ne gagne pas d'argent du tout pendant 5 ou 6 ans, avec cette entreprise pour la développer au maximum. Si l'entreprise gagnait de l'argent, je réinvestissais et j'avais mon fonds, une sorte de tranquillité, mon matelas pour vivre, pendant 4 ou 5 ans. En tout cas, vous étiez Heu super prévoyant quand même, hein. oui, alors j'ai toujours planifié un petit peu ma vie. Alors pour rien vous cacher, à 15 ans, j'avais décidé qu'à 35 ans, je prenais ma retraite ou je changeais de vie. Ah, C'est c'est ce que vrai? j'ai fait à 35 ans, oui. Ah, c'est Ah bah là incroyable. bah là, je peux vous dire mes projets pour la prochaine décennie. Oui, je planifie, alors en me laissant bien sûr des espaces de liberté, mais je suis ancien professeur d'histoire-géographie. Il y a la seule chose que j'ai bien aimé dans l'URSS, c'était les plans quinquennaux. C'est-à-dire qu'ils se fixaient des objectifs tous les 5 ans, heu et finalement je procède comme ça. C'est-à-dire que là, bon, je viens d'avoir 45 ans, mes 45-50 ans
c'est plus ou moins planifié sur ce que je voudrais, faire, atteindre comme objectif et puis, tous les 6 mois, je fais un petit bilan en me disant: «Est-ce que tu es bien dans ton plan quinquennal? Non, bah, il va falloir accélérer mon gros là, tu travailles pas assez» ou tu dis: «Ah, c'est pas mal, j'ai un petit peu de marge, je vais peut-être pouvoir développer un autre projet, en parallèle». Donc oui, je me cadre, en fait, je me fixe des objectifs Vous avez une parce que vision la bien précise en tout cas de la vie que vous souhaitez mener. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous écrivez tout ça quelque part dans un carnet pour vraiment vous y tenir? Absolument, absolument. Alors j'ai, des carnets, j'en ai un petit peu partout. On a la radio, je peux pas vous les montrer, mais voilà, j'ai des projets, c'est vraiment c'est développé parce que je fais ce que j'appelle je fais de la projection, c'est-à-dire que je m'imagine dans un an et j'y pense, j'allais dire très, très fortement et c'est-à-dire que j'imagine dans un an où j'en suis par rapport à mes projets, mais aussi les problèmes qui pourront arriver, les problématiques différentes. D'accord. Parce que, je me suis fait un petit peu déborder en devenant, trader, en compte propre. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'avais espéré gagner à peu près mon salaire de professeur. Je trouvais ça à peu près raisonnable. Alors il s'est avéré que je me suis mis à gagner beaucoup plus que mon salaire, de professeur et je n'avais pas prévu du tout cette possibilité et ça m'a totalement déstabilisé pendant 2 ans parce que je n'avais pas préparé ça, je n'avais même pas envisagé de gagner j'ai certains mois, je gagne, 10 ou 20 fois mon ancien Mais salaire. quel effet ça Donc a eu sur vous? Parce que finalement, c'est une bonne chose. On pourrait se dire, bah, c'est plutôt positif de gagner plus que ce qu'on aurait imaginé. alors ça paraît très positif quand on le vit pas et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que toute mon éducation et même l'éducation que j'ai pu donner aux élèves, que j'avais, ce que j'essayais de transmettre, on n'est pas préparé, du moins en France, je ne parle pas du système américain, Mmh. on n'est pas préparé à réussir en France, Ouais, ça c'est du tout. vrai. Ça nous tombe dessus et on sait plus quoi faire. On est On totalement perd nos désemparé. moyens, c'est vrai. Complètement, je savais plus quoi faire, donc j'ai fait des bêtises. Je me suis mis à dépenser de l'argent, dans des choses totalement inutiles parce que je n'avais plus aucun repère et c'est ça qui me paraît en fait, intéressant, c'est pour tous vos auditeurs, c'est qu'effectivement, il faut être extrêmement positif, il faut croire en soi, il faut vraiment se projeter, mais aussi il faut préparer sa réussite. Oui, il faut préparer sa réussite. En tout cas, Benoît, avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous avez connu pas mal de péripéties, faut le dire. Vous dites que vous avez perdu de l'argent pendant 12 ans. Et un Oui. jour, la perte a été trop trop grande et même trop difficile à encaisser, puisque vous avez perdu 25 000 euros en seulement une après-midi. C'est quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors c'est beaucoup et ça représentait la moitié de mon capital de l'époque. Donc c'est vraiment, un coup de Trafalgar. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'est que je me suis mis une pression que je n'aurais pas dû avoir. Alors, je vous la fais courte, demandé j'ai été professeur un peu plus de 10 ans. J'avais demandé un congé création d'entreprise pendant 2 ans. Ok. Mon entreprise marchait plutôt pas mal et à la fin de la deuxième année, je devais faire un choix. Soit je démissionnais définitivement de l'éducation nationale, je continuais mon entreprise, soit je réintégrais l'éducation nationale. J'en avais profité pour trader et ça marchait plutôt pas mal. Mais j'avais pas cette fameuse somme en tête. J'avais pas encore atteint, j'avais que 50 000 € de capital et même si ça permettait de générer pas mal. Et on était fin juin et je devais donner ma réponse début juillet. Donc j'avais 15 jours et là je me suis mis une pression monumentale. J'ai pris des risques que je n'aurais jamais, dû prendre et ça a été ce que j'appelle vraiment un chaos, psychologique. C'est-à-dire que j'ai eu, un début, une perte qui était, je veux dire tout à fait normale et que je sais gérer, en temps normal. J'ai voulu me rattraper, donc Hmm. j'ai doublé, ça a continué à aller dans le mauvais sens, et cetera, et cetera. Et à la fin, donc les marchés ferment à 22 h, hein, les marchés américains. À 21 h 59, j'ai clôturé ma position avec plus de 25 000 € de perte, la moitié de mon capital, au plus bas, Bah là, j'imagine que ça devait être super difficile la pire. psychologiquement. Donc, comment vous avez réagi face à ça? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon père et je lui ai dit: «Viens me chercher, je vais faire une connerie». Ah, J'en à ce ai point-là. J'étais
totalement débordé, émotionnellement. Mon parexcitation freudien avait totalement explosé. J'étais en larmes, j'avais pris, de mémoire, l'écran, je l'avais explosé par terre. Oh waouh! J'avais envie, voilà, j'avais tellement d'énergie, négative en moi, ça devait sortir et j'aurais pu effectivement peut-être faire un passage à l'acte, violent sur moi parce que je me décevais, énormément. Mais en même temps, si vous voulez, avec le recul, c'est que je n'arrivais pas à prendre cette décision. Est-ce que je restais, est-ce que je démissionnais définitivement même en n'ayant pas ma somme ou pas? Et là, quelque part, en ayant pour moi, c'est un acte manqué. En ayant scratché mon compte, la question ne se posait plus. La réponse venait d'elle-même. C'est à ce moment-là, en fait, que vous décidez de faire une pause de 6 mois et de faire une grosse analyse sur ce qui ne fonctionnait pas. Alors, comment vous vous y êtes pris concrètement pour étudier ça? Alors concrètement, je vois que vous avez parfaitement étudié, mon profil, je vous félicite. Effectivement, j'ai fait une pause de 6 mois. De toute façon, j'étais absolument plus en état. Et sur ces 6 mois, il y a eu 3 mois, c'est la seule fois de ma vie, on pourrait apparenter ça à une dépression. C'est-à-dire que Mmh. vraiment, je n'arrivais plus à avoir, de l'énergie. Le trading, ça me passionnait toujours. Je me suis dit: Tu as 2 choix. Soit tu arrêtes définitivement, tu acceptes l'idée que tu n'es pas fait pour ça. Tu peux aimer la chose, mais tu n'es pas fait pour ça. Tu as pas les capacités, physiques, nerveuses pour pouvoir trader. La preuve, tu viens de craquer. Ou soit tu repars à zéro. Tout ce que tu as cru apprendre dans le trading, finalement n'a pas fonctionné. Ça t'a amené à une impasse. Et ben maintenant, on va repartir de zéro, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et vous, Et en vous fait, choisissez la solution numéro 2. numéro 2, et ça a été en fait un énorme travail. C'est là où j'ai découvert que le trading, c'était avant tout psychologique. C'est-à-dire que avant, j'étais parti comme énormément de monde. Le trading, c'est quelque chose de mathématique, de technique. Mmh. Et quand j'aurai trouvé la formule, je vais appliquer la formule un peu magique, le Saint Graal, et ça va fonctionner. Et je me suis rendu compte, alors hélas, vous ne faisiez pas vos émissions, ça m'aurait fait gagner 10 ans, mais j'aurais dû me rendre compte qu'en fait, 90% du résultat était totalement psychologique. Et là, j'ai découvert un univers que je ne connaissais absolument pas, la psychologie, travailler sur soi. Alors j'ai été jusqu'à faire une psychanalyse. Au début, la psychanalyse, c'était pour essayer d'être meilleur dans mon trading et en fait, ça m'a rendu, entre guillemets, ça m'a rendu la vie meilleure. Donc c'était, Vous deveniez c petit à petit une meilleure version de vous-même. Mais ça, c'est important de voilà. dire que 90% des résultats sont en effet relatifs au mental, à la psychologie. C'est vraiment fondamental. Vous pouvez avoir la meilleure technique du monde en trading si elle existe. Si vous n'avez pas la psychologie qui va suivre, vous allez vous écrouler au bout d'un moment, Et j'ai envie de dire que c'est pareil en réalité dans tous les domaines. Nous, je aujourd'hui, on parle pense. du trading, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai invité dans ce podcast. C'est pour montrer à quel point le mental a un impact vraiment très important sur tout ce qu'on peut faire en fait dans la vie. Et finalement, prendre le temps d'analyser et d'étudier les résultats, est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez auparavant ou pas du tout? Absolument pas. Si vous voulez, je me faisais, ma vie quotidienne avait beaucoup trop d'importance. Je ne prenais pas du tout ce recul. Mm. Et là, j'ai pu analyser. Alors, ça m'a pris quand même au moins 6 mois. J'ai repris sur mes 12 années de pertes au final, j'ai repris tous mes trades les plus perdants et j'ai essayé de les analyser. Je me suis déjà rendu compte que j'avais la moitié des trades que j'avais pris qui m'avaient fait, des moins-values. J'étais incapable de les expliquer. C'était ce que j'appelais des trades au milieu du désert. J'avais aucune raison technique. Je n'étais pas capable de les expliquer. Et là, je me suis rendu compte que je passais des trades par impatience. Mm. Par exemple. Donc, je suis mis à travailler sur l'ennui parce que c'est vrai que quand vous tradez, que pendant 2 heures, il se passe rien, vous avez des fois envie de rentrer sur le marché. Donc j'étais beaucoup trop impulsif, je n'arrivais pas à prendre du recul sur les marchés et je me suis rendu compte, que j'étais finalement, complètement submergé par les émotions. Et la chose qui m'a fait un choc, en fait, c'est que je me suis rendu compte que je ne venais pas sur les marchés, donc j'étais enseignant, hein. Je ne venais pas sur les marchés pour trader, pour gagner de l'argent. Je venais sur les marchés pour éprouver des sensations.
Ah, Et c'est c'est intéressant, totalement différent c'est vrai. puisque bon, j'étais à Paris, donc j'avais une petite vie finalement quelque part métro, boulot, dodo. Vous Et recherchez quand je l'adrénaline en fait qu'on peut avoir quand on exactement, trade. C'est intéressant en tout cas, exactement. l'analyse que vous avez fait vous a permis de prendre conscience de tout cela. Et c'est vrai que quand on est dans l'exécution de manière intensive, bah, en fait on n'a plus aucun recul sur ce que l'on fait. Et c'est ça en fait le piège qu'il faut absolument éviter. Pour y arriver, bah, le seul conseil qu'on pourrait donner, hein, c'est de faire un break régulièrement, peu importe son domaine d'activité, pour prendre le temps d'analyser ses résultats. Et en fait c'est la seule manière concrète de vraiment comprendre ce qui se passe réellement et finalement d'ajuster son travail. Est-ce que cette expérience a totalement changé votre façon de faire du trading? Parce que c'est vrai que suite à cette prise de conscience, vous vous êtes fixé des règles. Quelles sont ces règles-là justement? Alors je peux vous assurer que je suis un autre homme. Un autre homme, carrément. Totalement, totalement. Avant, j'étais extrêmement, impulsif, je venais chercher de l'adrénaline et cetera. Bon, je sais pas si vous me faisiez une queue de poisson en voiture, je vous poursuivais en voiture, je prenais le cric de ma manivelle et j'anéantissais votre voiture, au premier feu rouge. Donc j'avais cette forme, d'agressivité, en moi et maintenant vous pouvez me faire toutes les queues de poisson que vous voulez, je vous saluerai, je n'ai plus besoin quelque part d'être agressif, j'arrive à analyser totalement les choses, oui. Comment vous avez travaillé justement sur votre état d'esprit? Quelles sont les règles que vous êtes imposées formellement pour faire du trading autrement? Alors je vais peut-être vous faire sourire, mais je considère que je suis 2 personnes en permanence. Alors, la première personne que je suis le trader. C'est-à-dire j'analyse mes graphiques et je me dis: «Là, ça me paraît être une bonne position, à prendre». Donc je suis le joueur de foot, en fait. Sur le terrain, je cours après la balle, j'essaie de voir le marché. Au moment où je me dis: «Là, je dois prendre une position, ça me paraît intéressant», automatiquement, il y a la deuxième personne qui arrive et c'est systématique. La deuxième personne, c'est le coach, c'est l'entraîneur. Je Hmm. suis en fait toujours en train d'analyser si je suis en état de trader. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est est-ce que tu es en état de trader? Et donc, je donne une image. Alors bon, c'est pour marquer un petit peu les esprits, mais je ne vous fais pas un discours politique, hein, je vous rassure. Je trade uniquement quand je suis centriste et que je pense à François Bayrou. Oh, C'est-à-dire, je dois être neutre, une d'accord. forme de neutralité au niveau de mes émotions. Si je suis trop à gauche, par exemple, donc ça veut dire si je me sens pas bien dans ma peau, si je me lève le matin que je suis un peu grognon, si je viens de m'enguirlander avec ma copine, Oui. c'est même pas la peine que je trade, je suis pas du tout en état de trader. Donc je ne trade pas, je quitte mon bureau, je vais faire les courses, je vais chercher le courrier, je bois un café et j'attends de me ressentir à nouveau centré, c'est-à-dire centriste, avoir ma capacité, d'analyse absolue, sans être trop à gauche. Et même chose, si je suis trop à droite. Alors trop à droite dans le domaine du trading, c'est si je deviens trop confiant. C'est si je fais une succession de trades, je fais 1, 2, 5, 10, 15 trades gagnants et je commence à me sentir fort et je commence à me dire: «Je com je comprends tout». Là, c'est aussi extrêmement dangereux Et pourtant, c'est puisque contre-intuitif, parce que dans ces moments-là, justement, exactement. on se sent un peu galvanisé. On se dit, ok, c'est bon, je suis dans le bon truc, quoi. Oui, mais c'est ça qui est en fait extrêmement difficile dans le trading, c'est la gestion de sa frustration en permanence. Il y a des fois, on a envie de trader, mais il faut pas trader parce qu'on n'est pas en état. Donc, on se frustre. Stop, mon gars, tu arrêtes. C'est l'entraîneur qui dit à un joueur de foot, tu sors du terrain. T'es plus en état de jouer, tu sors. Ah, mais coach, j'ai envie de jouer. Tu sors. Terminé, on n'en parle plus. Ne jamais trader quand vous êtes dans une phase trop émotionnelle, en fait. Exactement. Faut toujours essayer de rester maître de soi. Donc, ni trop à gauche. On vient de s'engager avec sa copine. On est fatigué, etc. Ni trop à droite quand on est excité. Il faut toujours rester en fait maître de soi. C'est pour ça que le trading, c'est une activité qui est extrêmement difficile et que je trouve absolument extrêmement passionnante parce que c'est avant tout de la discipline. Les gens viennent au trading parce que pour eux, c'est un espace de liberté et en fait, j'ai découvert que c'était l'espace de contrainte le plus fort au monde. Il faut être adjudant-chef de carrière avec soi-même. On ne peut rien
se laisser passer. Et c'est finalement ça, moi je passe une excellente journée de trading. C'est pas la somme que j'aurais gagnée à la fin de la journée. Je vais même vous dire, je ne le sais même pas. Je regarde même pas. Chaque trade est en fait indépendant. Alors à la fin de la journée, je sais si j'ai gagné de l'argent ou pas quand même. Mais c'est pas ça qui fait la qualité de ma journée. La qualité de ma journée, c'est si j'ai respecté tous mes commandements, toutes mes règles, je vais dire mes tables de la loi. Et là, je suis satisfait, satisfait de moi parce que j'ai été un adulte. Alors je marche énormément, énormément. C'est mon côté encore très, très enfantin, à la carotte et au bâton. Et donc, quand je fais une belle semaine de trading, alors une belle semaine Vous de vous trading, accordez une récompense. exactement. C'est pas la somme que j'ai gagnée, c'est si j'ai bien respecté tout mon planning. Je m'accorde une récompense qui est liée à mon enfance, c'est ma Madeleine de Proust. Je vais m'acheter, alors je vous raconte pour l'anecdote, mais ça peut peut-être intéresser vos auditeurs qui vont peut-être pouvoir faire la même chose dans leur activité. Donc je vais m'acheter une galette à la D'accord. boulangerie. Ça vous paraît stupide, je peux m'acheter des usines Absolument de pas. galettes, Ah non, hein. non, ça me paraît pas du tout stupide, au contraire, je D'accord, trouve ça et très c'est bien. c'est quelque chose qui est finalement sacralisé. Pourquoi? Je reviens à mon enfance. Je suis issu vraiment d'un milieu extrêmement pauvre et ma mère, m'achetait une galette à la fin de chaque semaine. C'était un vrai cadeau, hein. J'avais un cadeau à Noël, un cadeau à mon anniversaire, et éventuellement une galette par semaine, uniquement si j'avais que des A à l'école primaire dans la semaine. Donc j'ai été un excellent élève pour avoir ma galette, hein, tout Mais simplement. je trouve ça génial, justement, se récompenser régulièrement. Bah, je trouve que c'est essentiel et que ça participe énormément au succès. Bah écoutez, vraiment il faut essayer de trouver, moi j'appelle ça ma Madeleine de Proust, mais vraiment je peux vous assurer, je peux gagner je vous dis, je peux m'acheter à la fin de la semaine une usine de galettes, mais je vais aller m'acheter symboliquement ma galette, je suis content, je la prends, je rentre chez moi, c'est un vrai rituel. Justement, aujourd'hui, on est vendredi, au moment où on enregistre cet épisode. Alors, est-ce que votre semaine est positive? Est-ce que vous avez droit à votre galette? Alors je vous rassure, j'ai le droit à ma galette, effectivement. Alors, combien vous avez gagné ce mois-ci? Ce mois-ci, en termes d'argent, j'ai dépassé les 15 000 euros. Donc 15 000 € ce mois-ci. Oui. Ça change beaucoup du salaire que vous pouviez avoir quand vous étiez prof d'histoire, on est d'accord? Alors c'est là où je vous disais qu'on n'est pas habitué à réussir parce que ça change effectivement beaucoup de choses dans votre qualité de vie possible. J'ai pu découvrir des choses que je connaissais pas. Je peux aller dans des restaurants 3 étoiles, ça a été une révélation. Bon, avant, je vais toujours manger au kebab, hein, si vous voulez, mais il y a pas de différence. Mais j'ai pu découvrir des nouvelles choses. Le principal problème que ça pose, ça va être finalement par rapport au regard des autres. Oui, c'est vrai, oui. C'est-à-dire que vos anciens collègues, professeurs que vous aimez, ils gagnent toujours 1 800 € par mois. Et il y a comme cela un décalage. Et ça peut poser vraiment de vrais problèmes, même au sein de ma famille. J'ai mon frère, vous voyez, c'est un peu la caricature. Moi, je suis trader, je suis le méchant financier, et mon frère, il élève des chèvres et des poules dans sa ferme. Mais on se retrouve avec un problème. Par exemple, je veux faire plaisir à mon frère ou à des amis. Je vais les inviter dans un restaurant 3 étoiles pour qu'ils découvrent ça, ce que j'aime partager, ce que j'aime. Je peux passer. J'ai entendu, il se la pète. Il a plein d'argent, il se la pète. Alors, c'est pas pour ça, Ah, c'est pour leur faire d'accord. plaisir. Et à l'opposé, si vous n'offrez pas un restaurant 3 étoiles, vous êtes un radin. Donc vous Ah, savez plus quoi faire. ah ouais, c'est vrai. Là, vous vous Alors, vous retrouvez, faites comment? je me la pète, j'offre pas, je suis un radin. Ça change un peu vos Donc rapports en fait avec les gens. c'est en fait, oui, c'est en fait le problème. Mais je pense pas que c'est moi fondamentalement qui ai changé, mais c'est le regard des autres sur moi. Parce que moi, je vais toujours manger un kebab et je suis toujours heureux de regarder Netflix et de manger mon pot de glace. Ça, la vie n'a pas fondamentalement changé. En France, on a un vrai problème en fait avec l'argent. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Alors oui, c'est aussi pour ça que j'ai quitté la France, parce que mine de rien, j'habite en Andorre maintenant, mine de rien, il y avait une horrible pression sociale. J'ai habité Paris, j'ai habité Tours, et à Tours, j'étais, comment vous dire, j'étais le plus riche de mon immeuble. J'avais quelque part rien à prouver. Maintenant que je suis en Andorre, je suis toujours dans un immeuble, et je suis le plus pauvre de l'immeuble. Et ben c'est extrêmement stimulant. C'est un moteur pour vous.
C'est un véritable moteur parce que finalement, je rencontre des gens, je sais pas, en France, quand mon voisin me demandait, «Tu gagnes combien par mois?» Si je disais 8 000 10 000, ils avaient des yeux: «Oh, c'est pas possible, tu gagnes comment? C'est énorme!» Bon là, mes voisins en Andorre, si je leur dis que je gagne 10 000 € par mois, ils me regardent avec pitié, ils me disent: «Mais comment tu fais pour t'en sortir?» Ouais. Je pense vraiment que pour progresser, fondamentalement dans la vie, pour progresser, il faut savoir bien s'entourer et je suis un petit peu, radical, mais je pense qu'il y a vraiment pas le choix. Tous les gens négatifs, vous les repoussez. Vous les repoussez, ils vont vous contaminer, c'est ce que j'appelle des vampires, ils vont déjà vous prendre de votre énergie et ils vont totalement vous démoraliser. Moi, dès que j'ai, par exemple, démissionné de l'éducation nationale pour dire: «Tiens, je vais faire du trading, je pense que je peux m'en sortir», j'ai eu 98 de personnes autour de moi qui m'ont dit: «C'est pas possible, tu vas pas réussir, ça marchera jamais» et cetera. Et les Oui, 2 ils sont toujours là pour vous démotiver. qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu l'as pas fait avant?» C'est mes amis au Canada. Vous voyez, il y a vraiment, sur les Nord-américains, Ah ouais, eux, ouais. ils vont vous dire: «Mais fais-le, tu qu'une vie, fonce, c'est génial». Benoît, est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint la liberté financière dont vous rêviez aujourd'hui? Oui, 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 j'ai atteint ma liberté financière. Je peux me payer à peu près, enfin, je peux me payer tous mes fantasmes, de consommation. Il y a pas de il y a aucun souci. Mais, comment vous dire? Ça, c'est peut-être un message, alors c'est compliqué parce qu'on veut réussir. On veut réussir, on veut gagner de l'argent, c'est souvent ça au départ. Mais quand vous y arrivez, vous vous rendez compte que c'est pas ça l'objectif. C'est-à-dire que j'avais imaginé, par exemple, bon ça c'était avant, que si je gagnais tant tous les mois, j'allais avoir une vie paradisiaque, j'allais prendre ma retraite, j'allais, je sais pas, aller aux Seychelles, voilà. Je peux aller aux Seychelles, je peux avoir une vie paradisiaque, au jour d'aujourd'hui, je peux prendre ma retraite. Mais quel ennui! Mais quel ennui! Je l'ai testé, si j'ose dire. Pendant 3 mois, j'étais retraité. Mais quel ennui! Mmh. Quel ennui! Il faut toujours avoir un challenge, quelque chose qui vous motive. Mais je pense que de toute façon, en tant qu'être humain, c'est important en fait de continuer à faire des choses, d'être toujours en mouvement. C'est la raison pour laquelle moi, je suis pas forcément pour le concept de la retraite, mais ça, c'est encore un autre sujet, hein. Ce que j'aimerais aussi aborder avec vous, c'est la question de l'épanouissement, parce que je me demande si vous vous sentez aujourd'hui épanoui dans ce que vous faites, dans la vie que vous avez. Parce que finalement, c'est pas si simple hein, de rester 10 heures par jour seul devant ces écrans d'ordinateur, parce que je rappelle que vous tradez de chez vous. En plus, vous êtes seul. Oui, alors ça, c'est très lié à ma personnalité. C'est-à-dire que je préfère passer 10 heures seul dans un environnement sonore calme à mettre, des fois je mets même mon casque anti-bruit, Bose parce qu'il y a une petite voiture qui peut passer. Que me taper 10 heures avec des collègues qui vont me raconter le week-end et ce qu'ils ont fait et leur barbecue. Voilà, je veux dire, je l'ai vécu, lundi je rentre, salle des profs, on parle du week-end, machin bidule, et de Jonathan qui a les oreillons. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas du tout ma vie, mais on fait semblant: «Ah, il a les oreillons, oh bah ça va passer, oui». Mais on en a rien à faire, on sait même pas à quoi il ressemble son gosse et le fait qu'il ait brûlé ses 3 merguez, on en a rien à faire. Alors, je peux paraître pour un asocial à dire ça, mais je Non, peux non, vous mais assurer, c'est je exactement ce n'ai que je pense aussi, jamais. Benoît. Et vous savez, c'est très difficile en fait d'avoir ce genre de discours. En général, je rencontre des gens, voilà, avec qui il faut, je dirais pas faire l'hypocrite, mais faire semblant, parce que sinon on est mal vu, on est, voilà, on a tout de suite l'image Oui, du méchant en ça fait. c'est oui, c'est l'image du méchant, du rapport social. On est obligé de jouer le jeu. Alors la question que je me posais, des fois je regardais mes collègues, je me dis: «Mais qui joue le jeu?» Finalement, on est tous en train de jouer un jeu. On va peut-être dire: «Eh oh, on arrête, hein, on n'en a rien à faire». Mais non, non, ça fonctionne comme ça. Donc à votre question, est-ce que je suis épanoui? J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Ouais, ça Parce répond très que bien à la je question en tout cas. Oui, parce que je peux choisir. J'ai cette liberté, je peux choisir avec qui je peux discuter. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple, hein, des propositions, pour faire des podcasts, des vidéos YouTube et tout. Quand je commence à être un petit peu connu, j'en reçois 4 ou 5 par semaine. Ah oui, J'en fais maximum une par mois et quand j'ai vu que c'était vous, je me suis dit: «OK, génial, formidable». merci en C'est, tout cas. la question que je me pose pas et donc entre guillemets pour vous, bah, j'ai pris mon vendredi après-midi. Bon là, je regarde mes graphiques, mais je ne traite pas du tout. J'ai vraiment voulu profiter de ce moment-là avec vous pour être vraiment avec vous pleinement. Mais je l'ai choisi, il m'a pas été imposé et c'est Hmm. ça peut-être, si vous voulez, Ouais, pour moi, c'est la la grande plus grande différence. liberté, la plus grande source de joie. C'est pas combien j'ai gagné à la fin du mois, c'est que tout simplement, là, j'ai choisi de passer ce moment avec vous, que si j'en ai
marre pour une raison ou une autre, je me lève et je vais faire ce que je veux. Je vais aller nager, je vais aller faire mes courses à 8 heures du matin ou à 14 heures si j'en ai envie. Je rentre. Si j'ai envie de discuter avec quelqu'un, je discute avec quelqu'un. Finalement, la vie classique, rien ne m'est imposé. Vous Si je me choisissez tout ce que considère, vous faites et ouais, ça, finalement, ça n'a pas de prix et je suis totalement d'accord c'est avec la vous. liberté totale. C'est la Ouais, liberté c'est totale. ça la liberté. Alors, est-ce que vous pensez que tout le monde devrait s'intéresser au monde de la finance et particulièrement à la bourse? Parce que soyons clairs, Benoît, on fait tout en fait pour nous en éloigner quand on regarde par exemple BFM Business et les fameux experts qui viennent parler sur les plateaux télé, cheveux grisonnants, ventre gonflé au vin rouge, costumes mal taillés et qui utilisent en plus des termes hyper techniques pour faire croire qu'ils sont hyper intelligents. Bah honnêtement, Benoît, je pense que ça donne pas du tout envie de s'intéresser à tout ça. Alors ça, c'est le problème. J'adore votre humour, franchement, je suis fan. Je pense exactement, enfin, je dis exactement le même type de choses que vous. Alors je pense que le problème qu'on a par rapport au monde de la finance, c'est qu'on est en France, on a le pays qui a le niveau le plus bas en économie de tous les pays de l'OCDE. C'est pour ça aussi qu'on a les hommes politiques les plus débiles sur ces sujets-là et qu'on peut croire tel homme d'extrême gauche ou tel homme ou femme d'extrême droite qui en économie peuvent nous dire à peu près n'importe quoi. De toute façon, on a l'impression que pour être élu, il faut promettre aux adolescents ce qu'ils veulent. Donc je vous promets la retraite à 60 ans, je vous promets le SMIC à 3 000 euros, vous serez heureux, votez pour moi, j'ai la solution. Point. Donc c'est un petit peu ça. Le domaine de la finance, moi je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de trouver un domaine qui nous épanouit. Je comprends totalement, Benoît, mais voyez, moi j'ai l'impression en fait on veut surtout pas justement que les gens s'intéressent à ces sujets-là, et au contraire, on leur dit bon, vous savez quoi, continuez à regarder Michel Drucker le dimanche et laissez-nous, nous les pros, faire notre business tranquillement. Vous Alors voyez? oui, la question, est-ce qu'on laisse le public dans, comment dire, dans l'ignorance volontairement? C'est ça la question. Je ne le pensais pas il y a quelques années. Maintenant, je le pense. Je commence à le penser. Parce se retrouve quand même dans une situation, par exemple, où au jour d'aujourd'hui, on donne aux gens, donc les gens vont mettre leur épargne sur des livrets, autre chose comme ça, et on va leur dire, bah écoutez, les temps sont durs, on va vous donner 0,25% de taux d'intérêt. Et les gens sont presque contents maintenant qu'on leur donne 1% ou un demi% de taux d'intérêt, alors que les banques peuvent, si elles sont pas trop mauvaises, elles peuvent faire 15 ou 20% derrière. Donc il y a un peu cette idée de c'est trop compliqué pour vous, vous n'allez pas comprendre de toute façon. Laissez-nous le faire, nous sommes les professionnels. C'est déjà bien difficile pour nous. Exactement. Voilà, donc est-ce qu'on laisse pas volontairement, mais peut-être c'est pas prémédité, c'est peut-être même inconsciemment les gens dans cet état d'esprit. Moi, j'ai rencontré énormément de professionnels qui ont un niveau mais absolument lamentable. Mais vraiment lamentable. J'ai rencontré des banquiers où je leur apprenais quasiment ce que je faisais en tant que trader. Par contre, vous allez les voir, ils sont bien habillés, ils sont bien peignés, ils ont un super costume. Et finalement, quand vous allez dans cette banque, ils vont vous vendre les produits de la banque. Donc, ils vont vous vendre les assurances vie de la banque, ils vont vous vendre les PEA de la banque parce qu'ils gagnent de l'argent dessus. Ils vont pas vous orienter par rapport à votre intérêt à vous, mais par rapport à leur intérêt à eux de la banque, et c'est ça en fait qui est un petit peu triste. Donc Bah, on c'est pour ça revend qu'il faut toujours les mêmes vraiment se choses aux gens. réveiller en fait par rapport à ça. C'est comme une sorte de wake-up call que je fais là dans ce podcast. Et finalement, vous savez, le complot, c'est lorsqu'on fait les choses en secret. Là, c'est même plus un complot en fait, hein, c'est une mascarade affichée au grand jour. Et donc, il faut en prendre conscience. Alors je pense que ce qu'il faut prendre conscience, c'est que on va mourir. Ça, je sais, alors ça paraît fou, mais on va mourir. C'est la seule chose dont on est à peu près sûr dans notre existence. Et donc à partir de ce moment-là, vous acceptez la finalité de votre existence. Alors, vous pouvez pleurer, ça changera rien. Oui. Hein. Vous pouvez toujours manger super bio comme moi. Vous avez peut-être gagné un mois et encore, c'est même pas gagné, c'est même pas sûr. Voilà, on vit dans un monde fini pour nous. Vous n'avez qu'une vie. N'essayez de pas la gâcher cette vie. Si vous avez envie de faire des choses, faites-les
et réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Alors on parle souvent de la crise de la quarantaine, mais pourquoi pas à la quarantaine? Vous avez fait ce que la société voulait de vous, vous êtes marié, vous avez eu vos 2 enfants, vous les avez à peu près élevés. Et ben si vous avez envie d'aller vendre, de faire des fromages bio au fin fond de l'Ardèche alors que vous êtes cadre, faites-le. Mais encore une fois, vous voyez, on nous parle de la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la soixantaine ou de je ne sais quoi. Ce sont encore une fois des choses qu'on nous impose en fait dans la société. Moi, j'ai envie de Exactement. dire à toutes les personnes qui nous écoutent, faites la crise que vous voulez et quand vous voulez. Voilà, c'est OK, vous avez le droit. Vivez votre vie. Vivez Exactement. votre vie et vos désirs. Et je pense qu'une vie réussie, c'est pas à l'aune de combien vous avez sur votre compte en banque. Ça vous servira à rien d'être le plus riche du cimetière, hein. Une vie réussie, c'est quand vous êtes à la fin, que vous vous retournez et que vous vous dites: je n'ai pas de regrets. J'ai peut-être échoué, mais j'ai essayé. Je n'ai pas rêvé une vie, j'ai vécu ma vie. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec vous. Je ne sais pas de quoi sera fait ma vie demain, mais je n'ai pas peur de ce qu'elle sera. Peut-être que dans 10 ans, je serai milliardaire. Tant mieux, ce serait plutôt sympathique. Peut-être que je serai SDF dans 10 ans, j'en sais rien. Peut-être que je vais me mettre à craquer, je ne sais pour quelle raison. Je vais perdre tout mon argent, je vais perdre mon ami, ma copine va me quitter, je vais craquer psychologiquement. Je serai peut-être SDF et alors j'aurais vécu ma vie et je n'espère ni être SDF ni être milliardaire, j'espère juste pouvoir vivre ma vie pleinement et surtout, le jour où je me retournerai et qu'il me restera très peu de temps à vivre, me dire: je n'ai pas de regrets. J'ai voulu démissionner parce que le métier de prof ne m'intéressait plus. J'ai démissionné, c'était ce qu'il fallait faire. J'ai voulu être trader, j'ai fait trader, c'était ce qu'il fallait faire. J'ai voulu être écrivain, je serai écrivain, c'était ce que je voulais faire. En tout Je cas, sais pas, vivre sans aucun regret. Oui, ce sont de sages exactement. paroles et je vous remercie pour ça. En tout cas, c'est très inspirant et je pense que c'est important de le rappeler sans cesse justement aux personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes mes Merci à vous. questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque D'accord. interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti, top chrono. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je me brosse les dents. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? L'éthique du samouraï moderne, Vous dormez combien d'heures par nuit ? entre 4 et 6 heures. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? J'aimerais ne pas craquer sur les pots de glace à Gendas. Quel animal vous représente le mieux ? Le chat, Quelle est votre plus grande peur ? avoir une vie toute tracée. Quel livre offririez-vous en premier ? Le petit prince, Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? les gens qui savent. À qui envoyez-vous le dernier SMS avant de monter dans l'avion ? À ma copine, Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? un spa. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je crois que nous sommes tous interreliés au niveau énergétique, que si moi je vais bien, je peux rayonner, ça peut aussi rayonner sur les autres. Si vous disposiez de 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Là, étant donné que j'ai faim, j'irai acheter un kebab. Avez-vous déjà eu envie de tuer quelqu'un ? Oui. À quand remonte la dernière fois où vous avez perdu de l'argent ? Il y a 3 semaines, j'ai eu une petite journée de perte. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ? Bill Gates, pour sa réussite, j'allais dire industrielle, et pour sa réussite en tant qu'être humain, parce que Bill Gates, son argent, il en a fait quelque chose. Et l'argent n'a de valeur que si on la transforme en énergie positive, et Bill Gates a sauvé plus d'enfants que l'Organisation mondiale de la santé. De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer ? 3 repas par jour. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Elle est morte, mais ce serait Françoise Dolto. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Je suis loyal, Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? je suis perfectionniste. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? J'écoute pendant 5 minutes des méditations bouddhistes. Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales. Ça a été vraiment très intéressant pour moi de discuter avec vous, vraiment de découvrir votre univers. Et d'ailleurs, si on veut en savoir davantage sur vous et sur tout ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ?
On peut me retrouver essentiellement sur le forum Andlil, donc andlil.com. Donc il y a le site avec le forum sur andlil.com, il y a également votre chaîne YouTube et vous avez également écrit 2 livres, 2 livres références sur l'univers du trading. Alors oui, c'est gentil d'en parler. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Devenez trader pro. Alors 440 pages, numéro 1 des ventes sur Amazon depuis des mois et des mois. Et en fait, ce livre a une petite particularité, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, ça renvoie sur une vidéo. J'ai tourné 14 heures de vidéo et je mets à jour les vidéos. Et je trouve votre concept absolument génial. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent, à partir du moment où vous achetez le livre, en fait, vous accédez directement à une plateforme privée où vous pouvez regarder plus de 14 heures de vidéos inédites pour toujours être à jour sur ce qui se passe. Et je trouve ça absolument superbe. Bravo en tout cas, Benoît. Donc il y a le blog andlil.com, la chaîne YouTube et les livres disponibles bien sûr sur Amazon. Moi, je mettrai toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Benoît Rousseau. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite aussi beaucoup de succès, mais je n'en doute pas parce que vous rayonnez et à faire des choses positives, vous allez attirer inévitablement le positif à vous. Plein de bonnes choses. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Benoît Rousseau. Conseil numéro 1, prenez du recul. Dans la frénésie du quotidien, nos journées sont souvent rythmées par les tonnes de choses à faire et l'envie de venir à bout de sa to-do list. Donc on se met à accomplir des tâches, les unes après les autres, presque en mode pilote automatique. Et même si les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de nos espérances, eh bien on continue de faire la même chose en espérant que peut-être un jour ça ira mieux. Quel gâchis de temps et d'énergie, vous ne trouvez pas ? Prendre de la hauteur permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. C'est le meilleur moyen de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, ce que vous pouvez changer ou améliorer pour obtenir de meilleurs résultats. La leçon que je retiens de mon entretien avec Benoît Rousseau, c'est qu'il ne faut pas attendre que quelque chose de grave surgisse pour décider de prendre du recul. En réalité, c'est une habitude à mettre en place dès le départ pour faire le point régulièrement et ainsi pouvoir ajuster sa manière de faire encore et encore jusqu'à arriver à une maîtrise parfaite de son domaine. Conseil numéro 2, soyez plus pragmatique. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait les choses d'une certaine manière qu'il faut forcément continuer sur cette voie. S'entêter à vouloir répéter les mêmes actions sans prendre en considération les facteurs extérieurs, eh bien c'est la meilleure façon de se planter. Et croyez-moi, c'est un phénomène que je constate très souvent, notamment dans certaines entreprises où j'interviens en tant que consultante en communication et le constat est clair. Certaines personnes ont vraiment du mal avec le changement. Mais en réalité, c'est une question de mindset. Si vous décidez qu'il est temps pour vous de faire les choses différemment, eh bien vous serez tout de suite dans une démarche proactive. Donc posez-vous cette question. Quels sont les petits changements que je peux faire là, tout de suite, maintenant, en me basant uniquement sur des faits concrets ? Parce qu'avec le temps, eh bien j'ai appris à me concentrer davantage sur des informations factuelles. Des indicateurs très clairs qui me montrent si oui ou non je suis sur la bonne voie. Et parfois, vous savez, il y a une grande différence entre ce que l'on ressent et la réalité du terrain. Donc le fait d'être plus pragmatique vous aidera à y voir plus clair et à prendre de meilleures décisions. Et enfin, conseil numéro 3, soyez plus attentif à votre humeur du jour. L'humeur a un réel impact sur la qualité de notre travail. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en considération, alors que ça peut réellement être un facteur déterminant. Prenons l'exemple des sportifs de haut niveau. J'en ai reçu plusieurs dans ce podcast. Et je me souviens tout particulièrement de Géraldine Fasnacht, qui performe dans les sports extrêmes. Elle nous a expliqué à quel point son humeur du jour, le mood dans lequel elle se trouve, est un indicateur ultra important qui va jouer dans sa décision de sauter au pas d'une falaise. Eh bien c'est pareil avec Benoît Rousseau. Il a appris à s'écouter pour évaluer un peu son humeur du jour et l'état d'esprit dans lequel il se trouve avant de se poser devant son écran et de mettre en jeu des milliers d'euros. Eh bien, je suis convaincue que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire avant d'entamer sa journée. Certes, on n'a pas forcément les mêmes enjeux, mais je pense que c'est important de le faire. Et si vous sentez que vous n'êtes pas au top de votre forme, eh bien, prenez le temps d'améliorer tout ça par des exercices simples que vous pouvez effectuer par exemple lors de votre rituel matinal.
Une chose est sûre, la manière dont vous commencez votre journée va déterminer tout le reste. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous tout de suite sur lemanalshow.com pour rejoindre gratuitement le club privé et recevoir ainsi tous les contenus exclusifs que je réalise pour vous chaque semaine. Je vous envoie précisément 2 mails privés par semaine dans lesquels je partage des choses un peu plus personnelles et les étapes clés de mon parcours dans le but évidemment de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée. C'est aussi sur lemanalshow.com que vous trouverez toutes les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines, comme apprendre à mieux gérer votre temps pour devenir plus efficace, ou encore lancer votre propre podcast avec une qualité professionnelle. Vous êtes déjà nombreux à rejoindre ces masterclass et à me dire à quel point vous appréciez le côté ultra concret des enseignements que je partage avec vous. Eh bien, c'est exactement mon objectif, puisque j'ai choisi de partager avec vous toutes les connaissances que j'ai acquises en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur lemanalshow.com/school. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!